Quelle est votre définition de la neutralité des réseaux et quels sont les enjeux du débat ? Je vais d'abord vous faire un aveu, je n'aime pas le terme neutralité parce qu'il cache différentes dimensions derrière ce mot. La première dimension, c'est une dimension sociétale ou politique. Qui peut être contre l'ouverture des réseaux, la neutralité de l'Internet, qui est un principe sacro-saint au nom duquel, et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la FCC, n'importe quel internaute a le droit d'accéder au contenu licite de son choix, sur n'importe quel terminal. Donc personne ne peut aller contre cette définition. Mais il ne faut pas que cette définition soit l'arbre qui cache la forêt. Et cache des réalités qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus importantes à mon sens. La première, c'est la dimension technique derrière la neutralité de l'Internet. On va vers une explosion de l'Internet, notamment de l'Internet mobile, qu'on appelle même hexaflood, c'est-à-dire que les trafics, tout le monde, la plupart des acteurs prévoient une multiplication par 5 des trafics d'ici à 2013 et prévoient également que 90% de ce trafic soit de la vidéo. Comment voulez-vous que les réseaux, malgré tout l'investissement nécessaire pour en augmenter la capacité, puissent garantir à l'utilisateur final une qualité d'expérience, une qualité de service indispensable s'ils ne sont pas managés, si ce trafic n'est pas en quelque sorte géré. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Cette gestion du trafic, d'ailleurs l'ARCEP l'a reconnu dans un certain nombre de ses principes, derrière l'accès best effort à Internet, il y a tout un tas de trafics IP gérés et c'est tant mieux. Et les trafics, les différents types de contenus n'ont d'ailleurs pas besoin chacun de la même garantie de qualité de service, du même flux garanti, de la même sécurité. Donc heureusement que les opérateurs, et il faut préserver ça, vont pouvoir continuer à gérer leur réseau et à gérer. Alors, il y a deux conditions à ça, effectivement. Il faut que ça soit de manière aussi non discriminatoire et anticoncurrentielle possible, c'est-à-dire il faut que ça soit, bien sûr, que leur propre contenu ne soit pas favorisé par rapport au contenu des autres, donc que ça soit assez équitable vis-à-vis de l'ensemble des services existants. Et deuxièmement, que ceci se fasse de manière relativement transparente, si tant est que le consommateur puisse comprendre qu'on lui laisse ou qu'on lui facilite la transparence et le choix dans la gestion de ces réseaux. La troisième dimension est une dimension économique. Là encore, il faut revenir à une certaine vérité des coûts. Qu'a peut-être un peu caché le succès de l'Internet au débit flat rate, qui a été un véritable succès, mais qui n'est pas tenable à long terme. Et on le voit déjà d'ailleurs, les opérateurs évoluent. Ces investissements vont nécessiter des sommes financières considérables. Ces investissements sont indispensables, non seulement pour offrir une qualité de service à l'utilisateur, mais également pour que les services qui vont en bénéficier, les over-the-top, comme on les appelle, et on oppose justement souvent ces services aux opérateurs de réseau qui vont devoir construire ces réseaux. Ces fournisseurs de services ont besoin, ils sont les premiers à réclamer pour certains une certaine garantie de qualité de service et une certaine sécurité de leur flux. Et donc, il est normal, en fait, que contre cette garantie de qualité de service, il y ait une rémunération et un juste financement de ces réseaux. Là encore, à condition que ça se fasse dans des conditions équitables et transparentes pour les fournisseurs de services. Et toutes ces nouvelles capacités de gestion du réseau, que ce soit ces techniques qui font quelquefois, qui ont mauvaise réputation, le DPI est quelque chose de tout à fait naturel, d'inspection pour traiter différemment divers flux, les techniques de caching qui permettent à des flux vidéo d'avoir une garantie de qualité de service, mais également tout ce qui permet d'exposer aux fournisseurs de services la capacité de gestion des réseaux, ce que nous appelons les API, Application Programming Interface, ou Application Enablement, qui offrent au over-the-top le plus de la gestion d'un réseau. Il est normal que ces techniques, à condition qu'elles soient offertes dans des conditions encore une fois transparentes et non discriminatoires, soient rémunérées. Qu'est-ce que vous attendez de la puissance publique dans ce débat ? La première chose, la puissance publique doit comprendre ce qui se passe. Parce que, et donc c'est pour ça que c'est très bien, et je félicite l'ARCEP d'organiser ce débat le 13 avril,
il y a un écran de fumée. Derrière, en fait, la neutralité d'Internet se cache en fait des intercos, un peu qui ne sont pas régulés, qui échappent en fait aux régulateurs nationaux, qui souvent le monde de l'interco régulé mute vers un monde du peering, où en fait il y a des très grosses dominances non régulées. Donc il faut en avoir conscience. La première chose. La deuxième chose, c'est se demander s'il y a toute une partie de l'Internet best effort, effectivement, qui n'est pas régulée. Bon. Qui pose des questions en termes d'accès équitable au contenu, de data privacy, de privauté des données personnelles, de garantie donc de la sécurité d'accès au réseau. Et cette partie-là n'est pas régulée, donc les pouvoirs publics doivent se poser la question, est-ce que c'est équitable que toute une partie d'Internet ne soit pas échappe à une certaine forme de régulation. Et enfin, la troisième, c'est de ne pas surréguler non plus, c'est-à-dire de se poser la question, quel est le problème? Et le cadre européen me semble, de ce point de vue-là, avec la transposition des directives relativement équitable et bien partie, transposons la directive et essayons de voir quels sont les sujets, donc ceux que j'ai évoqués, qu'il conviendrait d'encadrer, de réguler, si éventuellement une régulation supplémentaire était nécessaire.